Et pour le faire, on accueille un homme fraîchement devenu scout et bosse pour le média et le collectif, même on va dire Envergure. Donc, vous faites du très très bon boulot, hein, gentil, merci. Des données, des datas, des analyses, etc. On va essayer de structurer un petit peu avec toi la question de la draft. Déjà, la définir aussi un petit peu Envergure, définir la draft, le processus, et ensuite présenter les top prospects de cette année, peut-être américains au top 3 et français en top 3. Ok, on le fait comme ça? Avec plaisir. Envergure, dis-nous tout, ce que vous faites, qui bosse et quel est l'objectif un petit peu du collectif? Moi, je bosse. Non, moi j'ai rejoint en 2019, mais ça a été créé plus tôt, ça a été créé en 2016-2017. C'est un site où il y a des podcasts, des articles, donc des scouting reports écrits. On fait des live Twitch où on regarde des analyses du film de joueurs, on essaie de les analyser. Et on fait aussi de ça sur YouTube. Donc c'est un collectif avec pas mal de gens. Il y a des scouts, des coachs, notamment Romain Leroy qui est assistant du côté de la SIG Strasbourg. Il y a Nicolas Mathieu qui est scout pour l'Asvel. Et des passionnés de NCA, des passionnés de chaque côté. Donc qui ne comptent pas les heures pour regarder les matchs n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et on regarde tout type de matchs. À n'importe quel âge aussi. N'importe quel âge aussi. Des joueurs, des très jeunes. On commence en U16, U16 ou U15 France parfois. Et les catégories jeunes françaises en Europe, championnat FIBA l'été chez les jeunes et la NCA. Et moi j'aime bien aussi le high school. Très bien. Donc ça donne ensuite beaucoup de données chiffrées et aussi sur l'aspect un peu psychologique des joueurs. Donc ça, on a compris. Si je te pose la question justement, et pour expliquer aussi à nos téléspectateurs le processus de draft, on sait que Peter est passé par là, il pourra nous conter aussi un petit peu son expérience. Qu'est-ce que la draft et quel est le processus engagé quand on veut justement arriver en NBA? En gros, dans le système américain, c'est pas comme le système européen des académies et des centres de formation. Le système américain, c'est on fait son cursus au lycée, puis à la fac, et ensuite on rejoint le monde pro. Et parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans tous les sports depuis la fin du 19e siècle. Et en fait, il fallait un processus d'allocation des jeunes joueurs dans les équipes professionnelles, et ils ont trouvé le moyen de la draft pour allouer les futurs talents avec un système qui se voulait à la base méritocratique, c'est-à-dire le dernier du classement à le premier choix. C'était en gros comment ils vendaient l'idée pour rééquilibrer, selon eux, le championnat. Donc pour être à la draft, il faut avoir entre 19 et 22 ans. Après, on est auto-éligible si jamais on a plus de 23 ans, par exemple. Donc il faut, par exemple, cette année, être minimum né en 2003 jusqu'en 2000. Et s'il y a certains Européens qui sont des 99 ou des 2000 qui sont auto-éligibles, par exemple. Il faut avoir fait minimum un an dernière année lycée. Je t'arrête. Question, expérience, Peter. Comment on choisit de se rendre éligible à la draft? Ça, c'est toujours la question un peu compliquée parce que la draft, c'est beaucoup de hype. Voilà, c'est beaucoup de... C'est dans la bonne émission, ça. Merci beaucoup. C'est beaucoup de comment, où on est en fait finalement comment je pourrais appeler ça, ton développement, ton projet, dans ta carrière. Ouais, et puis comment les équipes te voient, comment on parle de toi, etc. Tu vois. Et les actions d'éclat un petit peu que tu as eues, et si tu as eu des stats, etc. Et tu vois, il y a un peu un timing, tu vois. Et si tu te foires à la draft, c'est souvent que tu te foires dans le timing. ça peut être ça, tu vois. Ou alors que tu n'es pas fait pour, mais donc c'est un peu toujours la question, tu vois, de te dire est-ce que je me présente cette année ou est-ce que j'attends une année supplémentaire parce que j'aurai justement une meilleure hype et quelque part je peux me faire drafter plus haut parce que ta position dans la draft va clairement définir, si tu veux, la chance qu'on va te donner au départ. Donc c'est ça la difficulté, tu vois. Quand tu sors donc, de ta première saison pro par exemple, tu es très jeune. Si tu fais des bonnes stats, des stats correctes même, je vais dire, et qu'on te regarde un petit peu parce que tu es jeune, tu vois, tu peux te dire je vais me présenter à la draft, tu vois. Mais potentiellement, tu peux te dire aussi peut-être que je vais prendre une année en plus pour étoffer mon jeu, pour étoffer mon physique et faire des meilleures stats l'année d'après. Mais après, on va plus te voir comme le petit jeune, tu vois. Tu auras pris un an de plus. On sait que c'est une décision un peu collective qui se prend aussi avec ton entourage, tes agents. Est-ce que c'est toi qui as le dernier mot pour ton expérience? Est-ce que c'est toi qui dis OK, on y va? Je pense que tu as toujours le dernier mot de toute façon. Mais après, c'est le travail, moi je suis convaincu de ça, c'est le travail de ton agent de te dire écoute, je pense que de te conseiller par rapport à ça. Je pense que là c'est le bon moment. Moi, je te conseille de faire ça, tu vois. Après, tu fais le choix d'écouter ou de pas écouter. Il y a des joueurs qui vont être très stressés de se dire « Ah si, je me blesse, si machin », donc ils vont y aller direct. Tu as d'autres joueurs qui vont se dire « Ah non, je veux vraiment être prêt, etc. » Tu vois. Tu le vois aussi, pareil, en université, c'est encore plus flagrant. C'est-à-dire que les mecs, il y en a qui décident de même pas aller à l'université et de partir direct à la draft parce qu'ils se disent
il faut que je gagne de l'argent tout de suite. C'est aussi un truc, tu vois. Donc, et t'as d'autres joueurs, ils se disent, bah non, moi je vais finir toutes mes années de fac parce que je veux avoir mon diplôme, parce que j'avais promis à mes parents, je pense à Tim Duncan, etc. Tu vois, et ils font tout leur processus de fac et ils arrivent en NBA et ils ont presque 23 ans ou 24 ans, tu vois. Donc, t'as tout, tu vois. Après, c'est des choix personnels, mais pour nous, Français, où je pense que vraiment, t'as une fenêtre à pas louper, tu vois. Parce que, à part Victor, tu vois, qui clairement, lui... Ça peut vite se réduire si jamais tu es pas dans les bons timings. Tous les autres joueurs, ouais, ça peut très très vite se réduire et tu peux très vite finir dans le championnat français ou en Europe. Le meilleur exemple, c'est Mamjalité. À l'époque, quand il l'expose pour un problème, je reprends tout de suite. On va parler des Français après, Raph, et sûrement du Mamjalité dans la discussion. Je voudrais qu'on revienne avec Alan. Présentation peut-être des top 3 prospects américains, et après on fera les Français un petit peu après, en fonction de ton travail ou de ce qui se dit aux États-Unis. C'est ça, c'est toujours ce qui est intéressant, c'est que chaque année il y a un consensus. En fait, il y a les mock drafts et les big boards qui toute l'année te mettent ces joueurs-là en haut. Donc si t'es pas d'accord, on te dit que tu dis n'importe quoi. Après, tu reviens 10 ans après, des fois tu avais raison. Donc moi, mon avis n'est pas souvent d'accord avec ça, mais il y a 3 joueurs qui sont quand même en tête de gondole de cette draft. Ça marche. Il y a Chet Holmgren, le pivot de Gonzaga. Il y a Jabari Smith, le fils de son papa jouait Jabari Smith senior, qui joue à Auburn, l'ancienne fac de Charles Barkley. Et il y a Paolo Banchero de Duke. Tu nous as présenté dans l'ordre de leur draft ou pas? Moi, j'ai Chet Holmgren en haut et Paolo Banchero en dessous et Smith plus bas. Mais c'est vrai que les 2 favoris, on ne sait pas trop ce qu'Orlando va faire, parce que c'est normal, il ne faut pas qu'ils disent ce qu'ils vont faire. Mais ça serait quand même soit entre Smith, soit entre Holmgren. Présentons peut-être celui qui est annoncé comme le numéro 1, Chet Holmgren, futur star, 20 ans, 2m13, 88 kg, poste 4, 5. Ça parle peut-être à Peter. Gonzaga, tu l'as dit, projection de donc premier tour et premier choix de draft, donc éventuellement au Magic d'Orlando. Qu'est-ce que ce joueur a et qui lui permettrait de prétendre tout de suite à être un joueur peut-être NBA ready ou pas? Alors le grand sujet sur lui, c'est le poids. C'est ce dont tout le monde parle. Moi, je pense que sa force est un peu sous-évaluée. Il joue plus fort que son poids ne peut laisser penser, même s'il a des soucis de force. Pour moi, c'est un des meilleurs protecteurs de cercle qu'on a vu à la draft ces dernières années. Sur drop notamment, donc la capacité à reculer pour protéger le cercle ou faire du second rideau, c'est-à-dire ce que fait très bien Rob Williams pour les Celtics. Il est extrêmement impressionnant là-dessus. Il a montré à Gonzaga, il a montré avec Team USA U19 l'été dernier où il s'est affronté avec Victor Wembanyama en finale. Oui, on se souvient de ces images. En France, tout le monde dit que Wembanyama l'a mangé. C'est pas vraiment vrai. Et se faire manger par Victor Wembanyama, c'est pas grave parce que ça arrive à un des pères de famille. À beaucoup de monde. Il a dominé. Il a dominé. C'est ça. Mais Victor au-dessus alors qu'il y avait un an de moins. C'est ça. Mais il est plus défensivement que Victor. On peut aller sur Banchero avec toi tout de suite. Banchero en poste 4. Moi, je pensais que le poste 4, pour moi, il avait de plus en plus disparu en NBA, les postes 4 un peu à l'ancienne. Mais lui, c'est un vrai poste 4 de 2m8, 113 kg. Pour moi, sa qualité principale, c'est la passe. C'est ce qui est anormal à sa taille, à son poids, c'est que c'est un excellent passeur. C'est un joueur qui peut se créer son tir, aller au cercle. Le tir n'est pas encore hyper développé, de loin, mais c'est un excellent passeur. NBA ready? Ouais, au niveau du corps, il est NBA ready. Ok, on avance. Jabari Smith? Jabari Smith, que j'aime moins, mais qui a une énorme hype. C'est peut-être le meilleur shooter de la draft. C'est le meilleur shooter de 2m8 que j'ai évalué de ma carrière, je pense. Wow. 44% à 3 points cette année sur 5 tentatives par match. Le souci, c'est qu'il shoot mieux à 3 points qu'à 2 points, parce qu'il n'arrive pas à trop aller au cercle. Il n'aime pas trop aller au cercle. Il a toujours été plus grand et plus habile que son adversaire. Il a toujours shooté sur tout le monde. Donc, moi, je vois en lui peut-être un genre de Rashard Lewis 2.0. Je suis peut-être moins haut sur la projection totale. D'accord. Je pense qu'il sera toujours utile dans un collectif parce qu'un shooter de cette taille qui shoot aussi bien, c'est tout le temps utile, mais il a peut-être moins de star potentiel que d'autres. Et d'autres pensent qu'il a un potentiel de star vu qu'il shoot déjà super bien jeune. Donc, on verra. NBA ready ou pas? Rien que sur le tir, il est sur le terrain, il t'apporte du spacing, donc il va jouer. Ok. On se focalise sur les Français? Ouais. On va peut-être d'ailleurs montrer un tableau puisqu'on fait partie des contingents les plus représentés encore NBA. Le Canada nous domine, mais on a quand même encore quelques joueurs dans la ligue et surtout draftés. On a fait un classement par ordre de draft. Killian Hayes en 2020 a été 7e drafté par les Detroit Pistons. On a ensuite en 2017 Frank Ntilikina 8e donc drafté par les Knicks. 2007, ça remonte un petit peu, c'est Joakim Noah drafté 9 par les Bulls. 97 est le premier joueur drafté en NBA, il faut le rappeler et ne pas l'oublier. Tariq Abdul-Wahad drafté par les Kings en 11.
11 et on a mis Mike Pietrus dans ce tableau, drafté 11 également par les Warriors, n'est-ce pas Melvin? Et on a une petite anomalie, ce qu'on a nous noté comme anomalie, c'est celle de Tony Parker, drafté en 2001, 28e Tony Parker, et vous voyez ensuite ce qu'il peut faire en étant drafté aussi loin, 4 fois champion NBA, 6 fois All-Star, 4 fois All-NBA, MVP des finales 2007, et puis on a bien sûr Peter Corneli qui est là avec nous, drafté par les Denver Nuggets, 54e, si je dis 53. Pas, 53e, si voilà, je dis une bêtise. Voilà, donc on a pas mal de monde. On n'oublie pas bien sûr Ronny Turiaf, on n'oublie pas Boris Dio. Et voilà, il y a beaucoup de joueurs, bien sûr Evan Fournier, Rudy Gobert, beaucoup de joueurs fréquentent ou ont fréquenté la ligue, et c'est une chance donc pour le basket français. On y va sur les Français? Ousmane Dieng, peut-être? Ouais. Allez, go. Grand, lui aussi. Grand, ouais. C'est un peu la tête de gondole de la génération 2003, okay. en France, qui a fait le championnat d'Europe U16 en 2019 avec Victor Wembanyama, qui était surclassé d'1 an. Lui, il sort de l'INSEP et ensuite, il a fait le choix d'aller en Australie, comme beaucoup de prospects font depuis quelques années, parce qu'ils ont des garanties de temps de jeu. C'est un championnat sans descente. C'est un championnat où on met en avant les jeunes. C'est un championnat où il n'y a pas vraiment de pression sur la fin d'année. Ils peuvent se montrer pour les scouts. Ils ont du temps de jeu. Ils peuvent faire des erreurs, un peu plus que dans d'autres championnats. Il a mal commencé l'année. Ça se voyait que le Covid, ça se voyait ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué à cause du Covid avec le Pôle France. Et il a mieux fini l'année. Et là, il a une hype qui est montante, qui l'annonce parfois même fin de loterie dans le top 20. Donc c'est un grand porteur de balle qui peut un peu tout faire, qui est très long, qui shoot bien. Ok. Tu valides le choix de s'exporter comme ça pour justement prendre la lumière, la hype et arriver en NBA? C'est quelque chose qui est fait maintenant, pas couramment, mais j'ai l'impression que les joueurs n'hésitent plus maintenant à aller sur des destinations un peu lointaines pour aller en NBA. Ils suivent l'exemple. L'Australie marque très fort en marketing, ils marketent très bien, ils ont très bien marketé LaMelo Ball, RJ Hampton, Josh Giddey l'an dernier. Ils le font très bien en fait, ils attirent plein de prospects. Alors il y en a pas tous peuvent se présenter à la draft, certains ratent un peu. Cette année il y en avait d'autres, il y avait un Allemand qui est parti, un Russe aussi, ça s'est pas aussi bien passé que pour les 2 Français. Ryan Rupert a fait le choix aussi d'y aller l'an prochain dans ce même club-là, donc aux Breakers. Je pense qu'en fait la pression de ne pas jouer une descente et d'avoir du temps de jeu, et quand le coach te laisse faire beaucoup d'erreurs. Ça permet au coach de faire des choix, de mettre les joueurs. Ça permet un peu moins de pression de résultats. Et puis aussi, ils font ce choix parce qu'ils ont un vrai programme qui les accompagne du début à la fin avec des coachs personnels, des assistants, des choses qu'ils n'ont pas forcément en Europe. Et c'est pour ça que on va peut-être parler de Besson qui a fait ce... on y va tout de suite. Hugo Besson, 21 ans, 1m94, 89 kg, poste 1-2, formé aux Sharks d'Antibes. Ouais. Prévu 2e tour? Ouais, le retrouver là, c'est incroyable. Il y a 1 an, on m'aurait dit ça, j'y aurais jamais cru. Il avait été obligé de faire un prêt à Saint-Quentin en Pro B pour trouver du temps de jeu, parce qu'à Chalon, il n'arrivait pas trop à jouer. Même en espoir, c'est en 2001, il n'était jamais dans les équipes de France de jeunes. C'était Kylian Hayes, Malcolm Casalon, Théo Malédon, Timothée Cruzol qui était dans la lumière. Et lui, c'est un incroyable attaquant. Défensivement, c'est un peu compliqué. Athlétiquement, c'est un peu compliqué. Mais quand tu shootes comme ça, et quand tu as une paire de aussi énorme que ça, que un joueur qui n'a pas froid aux yeux. Voilà, qui n'a vraiment pas froid aux yeux et qui est un peu plus âgé, c'est un 2001. Donc Ousmane Dieng, c'est un 2003. Souvent, les gens disent c'est 2 ans d'écart, c'est énorme en fait à cet âge-là. 2 ans. Quand tu te formes, c'est très important. Donc il est prêt à si une équipe lui confie un rôle pour un peu dynamiter une sortie de banc ou quelque chose comme ça, il est prêt, je pense, à faire ça. Très bien. Ismaël Kamagaté est notre dernier top 3. Je me tourne vers Lucas qui commente pour Sport en France. Donc, l'occasion de rencontrer et de faire même des interviews avec Ismaël. 21 ans, Ismaël, 2m11, 100 kg, poste 5, formé à l'INSEP. Et donc, on l'a vu bien sûr au Paris Basketball. Tu l'as vu un petit peu exploser. La hype de Kamagaté, elle est réelle, on est bien d'accord. L'évolution, elle est incroyable. Sur les 3 ans, il a pris du gap physiquement, mentalement. Il a compris que c'était possible pour lui, cette aventure NBA aussi. Son évolution à Paris, de passer dans une arrivée un petit peu anonyme et de devenir un starter, un 5 titulaire dans une équipe de Betclic Elite. Il est peut-être même le meilleur joueur de Paris cette saison. Il y a des débats entre Allman et lui, mais c'est le meilleur jeune en tout cas. Il était en concurrence avec Jeanne Béguerin qui est rentré de la NBA, qui avait progressé aussi physiquement, mais c'est lui qui avait toutes les attentions au final. Les scouts étaient sur lui, ça a été l'un des joueurs les plus suivis cette année. Et ouais, il a fait des choses incroyables, il a progressé dans le jeu, dans sa compréhension de haut panier, dans son agressivité aussi. Il est monté sur
des gars comme Vince Hunter cette année. Il a placé 3 ou 4 posters qui pareil, sont peur de rien, quoi. Peur de rien, pas froid aux yeux et bien conseillé par son assistant coach notamment. Bienvenue Kindoki, donc vraiment un joueur à surveiller très sérieusement. NBA ready, dernière question pour Alan. Ouais, parce qu'il est sur un poste qui est le genre d'intérieur rim runner, protecteur de cercle pour finir au panier. C'est des choses qu'aiment bien les équipes qui franchises pour développer et un rôle où on va peut-être lui apprendre à se spécialiser dans 3-4 choses, qu'il fasse ça très bien et pour avoir un vrai rôle en NBA. Je pense qu'il y a énormément de scouts toute l'année, vraiment.